Et bonjour à tous et bienvenue à Roxane sur le canapé de Naissance Insulaire. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Roxane, je vais avoir 29 ans cette année et je travaille dans l'univers du transit international, import-export. Et aujourd'hui, je suis là. Alors, de base, je devais même pas être là. J'ai jamais pensé m'asseoir sur ce canapé un jour. C'est simplement que voilà, j'avais écouté une histoire qui m'avait un peu touchée et j'avais juste voulu féliciter la démarche du podcast et j'ai un peu espéré trouver quelque chose qui corresponde à mon ressenti et c'est là qu'on m'a invité à expliquer mon ressenti et on m'a proposé de participer parce qu'apparemment ça pourrait quand même être intéressant. Bah exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as échangé avec Solène sur Instagram, je crois. Exactement. Et en échangeant, au fil de la conversation, tu disais, oui, bah moi, je sais pas si je veux des enfants. Peut-être qu'un jour, vous sortirez un épisode sur ça. Et je crois que Solène t'a dit, bah ok, ben let's go, viens en parler si toi, tu as envie. Et tu nous as dit, ok, on est là aujourd'hui. Donc, tu as bien amorcé le sujet. Et c'est exactement ça, en fait. Tu viens nous parler de ce moment où, en fait, tu ne sais pas si tu veux avoir des enfants ou si tu ne veux pas avoir des enfants parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, que c'est une décision qui quand même demande de la réflexion Exactement. et que toi, la réflexion, elle n'est pas terminée, tout simplement. Elle n'est pas terminée et je sais même pas si elle se terminera un jour parce que je pense que même quand on a des enfants, on continue de se poser 1000 questions. Bah oui, non mais oui, effectivement. Et, et donc en fait, oui, c'est ça tout l'enjeu de ce témoignage qui est... C'est difficile de saisir exactement le sujet, mais le sujet, c'est vraiment de ne pas savoir si dans ta vie, pour toi, c'est un but ou non d'avoir des enfants. C'est ça et puis c'est surtout si demain l'envie vient. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, je suis pas fermée à la chose. C'est juste que j'ai besoin de certains paramètres. Est-ce que je les aurai un jour? Ou est-ce que même si je les ai pas, j'arriverai quand même à aller au-delà? Mais je pense que j'ai besoin quand même de faire un minimum la paix avec moi-même avant d'envisager de m'occuper de quelqu'un. Parce que je pense que avant de m'occuper d'un mini-moi, il faudrait peut-être que j'arrive à m'occuper de moi. Et je pense que déjà, il faut être deux pour un enfant. Alors, on est deux. J'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois environ maintenant. Ça se passe bien pour le moment. Donc déjà, c'est beaucoup trop tôt pour Oui. envisager un quelconque enfant. On est Enfin, il n'y a d'accord. pas non plus de jugement, parce que parfois les choses vont très vite et ça va très bien. Il n'y a pas de normes. C'est vrai. Mais moi, avec un cerveau en ébullition comme le mien, avec toutes les questions que je me pose, déjà, j'ai besoin de quelqu'un qui rentre en résonance avec moi. C'est-à-dire que moi, comme j'aime le penser, c'est-à-dire que j'ai un petit peu ce côté conte de fées dans ma tête. C'est-à-dire que voilà, moi, l'idée du couple qui fonctionne, c'est important pour moi. Je ne juge absolument pas les parents qui sont séparés du père, de la mère de l'enfant. Mais pour moi, c'est important de garder la famille intacte. Parce que déjà, je me dis que quand on a un couple, quand on a un enfant, je me dis que c'est qu'il y a eu de l'amour. Et s'il y a eu de l'amour, c'est qu'il peut encore rien avoir si on entretient la chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout se casse un petit peu facilement et je trouve ça presque dommage. Donc parfois, il y a des raisons de partir. Demain, on se fait taper dessus, on part, ça c'est sûr. Et je le dis, hein, il vaut mieux un couple séparé mais heureux que des gens qui se fracassent à longueur de journée. Mais voilà, pour moi, l'idée du couple Oui, toi, dans heureux, ton idéal c'est personnel, ce que je veux. tu veux une famille dans un schéma parental très classique, donc maman, papa, enfant, soudé, solide, quoi. Et surtout que moi, je sais même pas si j'arriverai à gérer toute seule. Moi, j'ai besoin que le papa soit présent. Au-delà que ce soit pour mon enfant, mais aussi pour moi, en fait, juste pour... c'est le côté sécurité, en fait. Moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité émotionnellement, financièrement. En fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin, moi, euh, de me sentir Épaulé. entourée, épaulée. Voilà, que demain je tombe malade, je sais qui sera là pour prendre le relais sur que ce soit l'enfant, mais aussi voilà, la maison. Euh,
Demain, je perds mon travail, je sais qu'il y aura quelqu'un qui pourra toujours rapporter de l'argent le temps que j'en retrouve un autre. Voilà, quelqu'un qui sera là pour les hauts et les bas, quoi. Un peu comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Alors là, je suis pas en train de réclamer une demande en mariage non plus, mais C'est un appel. Non, je rigole. s'il écoute, je veux pas qu'il se sente sous pression, c'est pas ça, c'est pas le but. Non, mais ouais, Non, moi, mais oui, on entend très bien ce que tu dis et ça part d'une logique par rapport à tes besoins personnels. c'est ça. Donc ça se tient. Tu sais que toi, éventuellement, tu aurais besoin de ça. Pour l'instant, c'est pas la situation que tu as parce que tu as une relation qui est naissante, etc. Donc Exactement. voilà. Donc le sujet n'est pas sur la table actuellement, mais tu sais que, en tout cas, ça c'est un paramètre qui est pour toi essentiel. C'est essentiel, ouais. Ça fait un des. C'est-à-dire que même si je ne connais rien de l'avenir et que je sais pas si on va se séparer ou pas, et j'ai pas envie que ça arrive, parce que je trouve que j'ai trouvé la relation qui. Je me suis jamais sentie aussi apaisée avec quelqu'un. Donc d'un côté, je me dis que j'ai trouvé la bonne relation. Après, faut que le ressenti soit le même de l'autre côté, ça c'est sûr. Mais ouais, et je me dis que c'est quand même un paramètre important pour que l'enfant grandisse dans un environnement bienveillant. Je me dis que le monde extérieur n'est pas forcément toujours drôle, et je me dis que avoir un foyer aimant et heureux, ça peut toujours faire la différence. Oui, c'est évident qu'un foyer heureux, mais ça, voilà, après, nous, on nuance toujours, hein, parce que Oui, bien sûr qu'une famille monoparentale, c'est aussi un foyer aimant et heureux exactement, quand tout hein. va bien. Mais toi, c'est pas ce qui te correspond, c'est pas ce que, enfin, en tout cas, toi, c'est pas quelque chose où tu te sens OK avec ça. Exactement. Et on va en parler dans cet épisode parce que c'est quand même aussi un gros sujet pour toi. On va parler de santé mentale. Nous, on n'en a même pas encore beaucoup parlé sur le podcast, mais c'est quand même un sujet essentiel. C'est la santé mentale des femmes et des mères, en fait, hein. Et donc, toi, tu as un diagnostic par rapport à ça. Exactement. Et tu te questionnes aussi sur ton rôle en tant que maman Trouble de la personnalité par rapport à ton borderline. trouble. Voilà. Donc, toi, Voilà. tu te questionnes aussi sur la maman que tu serais avec ton trouble. Bah oui, bah parce qu'en fait, moi j'ai été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline, ou trouble de la personnalité limite, comme on aime l'appeler. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais le plus important à prendre en compte, c'est une très mauvaise gestion des émotions. En fait, c'est-à-dire que moi, je suis contrôlée par mes émotions et pas l'inverse. Même si je fais un énorme travail sur moi et que j'ai beaucoup progressé, je peux exploser pour pas grand-chose selon les autres au final. Et je peux dire des choses que je pense pas, que je vais regretter. Alors jusqu'à présent, je suis contente, j'ai pas eu d'accès scolaire où je me mets à tout casser. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé, voilà, de me disputer avec des gens. Et j'écoute ces crises de larmes et crises de nerfs, mais intérieurement, je me voyais déjà en train de balancer plein d'objets. Donc jusqu'à présent, c'est resté interne. Mais demain, voilà, admettons, je suis à bout de nerfs, j'ai un enfant, voilà, qui a fait la bêtise de trop. Loin de moi l'envie d'exploser devant un enfant qui, voilà, ne sait pas du tout ce qu'il a fait comme connerie. Mais je me dis, demain, si ça arrive, je fais quoi? Mhm. Je traumatise mon gosse? C'est pas ça que je veux. Donc je me dis que c'est le paramètre important, parce qu'il faut absolument que j'ai réussi à, j'ai pas envie de dire dompter la bête, mais ouais, maîtriser ce côté instable de moi, trouver les solutions pour faire redescendre la pression, pour pas exploser sur des gens qui n'ont rien demandé. Parce Et qu'au final, ça en dit plus sur moi que sur eux. Mais est-ce que toutes les émotions sont comme ça chez toi? Je me permets de poser la question. Est-ce que quand tu es joyeuse, tu es très joyeuse? Quand tu es triste, tu es très triste? Est-ce que c'est comme ça ou tu as juste ça pour la colère? Ou c'est en tout cas, il y a que la colère qui te fait peur par rapport à En un fait, enfant? c'est toutes les émotions, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de gris. C'est soit noir, soit blanc. Je peux voilà, être très heureuse et puis justement vite m'emballer. C'est ce qui m'arrivait dans mes relations où des fois c'était quoi, 3 mois de relation, et puis ça y est, je dis ah c'est l'homme de ma vie, parce que je m'emballais très vite. C'est-à-dire que moi quand je ressens les choses, je les ressens très fort. Donc forcément j'ai le je t'aime facile, et pourtant il est sincère. C'est pas le je t'aime juste pour dire je t'aime et voilà. C'est que quand je le dis, je le ressens, mais c'est que ça se développe très vite chez moi. C'est que Et toutes tes émotions, tu les vis intensément. exactement, voilà. Et du coup, ben,
C'est-à-dire que je suis pas en colère, je suis complètement enragée, je suis pas juste triste, je suis complètement désespérée et quand c'est le bonheur, bah, tant mieux, je le ressens fois 1000 et c'est ça qui est très bien, mais du coup, je peux switcher en une journée. Oui, et puis on n'est pas heureux tout le temps dans la vie. Exactement et Enfin, on n'est pas en tout cas joyeux tout le temps. C'est la vie, quoi. exactement et puis là où, par exemple, nous, on est souvent confondus avec le trouble bipolaire. Le bipolaire, c'est l'humeur et ça peut switcher voilà, sur une période de plusieurs semaines, mois. Mais nous, c'est vraiment dans la journée. Je peux être super heureuse et puis 10 minutes après, ça y est, partir dans un accès de colère ou de tristesse parce qu'il y a un truc qui a déclenché ça. Mhm. Et donc ça, ce trouble, tu nous as dit qu'on te l'avait diagnostiqué quand tu étais en métropole pour tes études. Alors, quand j'étais en métropole, on ne m'a rien dit. Et même quand je suis arrivée ici, on ne m'a rien dit tout de suite. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, moi, j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de... Pas parce que je voulais absolument avoir une étiquette, mais je voulais comprendre. Moi, je me sentais un petit peu folle sur tous les aspects de la vie. Et puis, ma psychiatre m'avait dit... alors moi, si j'aime pas, elle m'a dit, j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens, mais si je devais donner voilà, un diagnostic, je pense à un trouble de la personnalité borderline, qui est assez compliqué à diagnostiquer au final. Je crois que dans le DSM, il faut cocher au moins 5 symptômes des 9. Le DSM, c'est le livre des troubles. Voilà, c'est ça, voilà. DSM, c'est un... faut imaginer ça comme un gros livre qui répertorie, pardon, je sais plus parler, tous les symptômes et maladies, voilà, liés aux troubles mentaux. Que ce soit de la schizophrénie, aux troubles de la personnalité, la dépression, vraiment. Voilà, Et les caractéristiques pour le diagnostic. c'est ça, voilà, c'est comme la Bible du psychiatre, quoi. Ok, bon, c'est bien expliqué. Oui, donc toi, tu cochais plusieurs des cases qu'il fallait cocher pour le diagnostic, c'est ça? Visiblement suffisamment pour avoir le diagnostic. Ok. D'un côté, ça m'a Et est-ce que ça t'a rassurée. soulagé Ça d'avoir un m'a diagnostic? soulagée. Alors, pas dans un sens où me disant super, je suis malade, enfin malade, c'est un grand mot, mais voilà, super, j'ai un truc. Non, c'est juste que maintenant, je savais où aller regarder pour un peu questionner le trouble de comment il peut se déclencher et comment on vit avec. Parce qu'au final, comparé à une maladie, un trouble de la personnalité, tu en guéris pas forcément, mais tu apprends à vivre avec. Et bah voilà, ça m'a permis d'aller regarder des témoignages, aller regarder voilà, des petites astuces pour du quotidien, pour essayer de gérer les crises quand elles arrivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a quand même bien aidée. Aujourd'hui, je suis suivie par un psychiatre et aussi par une psychologue. J'ai choisi de faire la démarche. Le souci, c'est que, d'ailleurs, je vais devoir changer de psychologue parce qu'elle va quitter le territoire, mais c'est super compliqué de trouver un psychologue adapté à mon trouble. Parce que justement, pour mon trouble, toutes les thérapies ne sont pas forcément adaptées. Nous, c'est surtout la thérapie comportementale et dialectique, ou la thérapie des schémas qui peuvent marcher aussi. Et j'ai l'impression que sur le territoire, là, elle est en train de se renseigner, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de gens comme ça. C'est pour ça que j'ai presque l'impression d'être un cas isolé aussi bien pour les borderline. S'il y a des borderline qui peuvent se manifester, c'est super. Hein, parce que je me sentirais moins seule. Pour avoir des contacts, par exemple, de qui les suit. Ouais, voilà. Si déjà ils ont connaissance de psychologues qui sont vraiment adaptés pour le trouble borderline, ça pourrait être une piste en plus. Même si ma psychologue cherche pour moi, voilà, s'il y a des petits tips, je les veux bien. En tout cas, de toute façon, on t'identifiera, donc les personnes pourront te contacter puisque tu autorises à ce qu'on donne ton contact, quoi. Oui. Et donc, ouais, tout ça, ça rentre en jeu. Est-ce que, parce que évidemment que j'imagine qu'il y a des personnes qui ont un trouble borderline qui sont parents. Bah oui. Est-ce que tu as réussi à avoir du témoignage là-dessus ou il y en a pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui est peut-être aussi un peu... Enfin, déjà, parler de santé mentale, c'est compliqué. Parler de santé mentale en tant que parent, c'est compliqué plus. Donc, est-ce que toi, tu as réussi quand même à voir des gens où tu te dis, bon, bah, cette personne, elle a ce trouble, c'est assumé et elle parle de sa parentalité et comment elle vit sa parentalité avec ça? Alors, je sais que déjà, localement, j'ai trouvé personne. J'ai trouvé personne, même pas de groupe de parole, quoi que ce soit. Mais je sais que du coup, j'ai cherché un petit peu
sur internet. Bien Et sûr. puis je suis tombée voilà, sur des petites émissions qu'on a surtout en France ou même des gens voilà, qui justement trouvaient que notamment le borderline était très stigmatisé. Parce qu'on voilà, au prime abord, on est vite vu comme des manipulateurs et tout ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Même si ça peut s'apparenter, mais dans tous les cas, ouais, j'étais tombée sur certains témoignages, notamment de gens qui ont une vie complètement chaotique à cause de leurs troubles et qui ont trouvé l'amour, le vrai, et quelqu'un qui les a accompagnés et aujourd'hui qui ils sont parents, parents épanouis et ça fonctionne. Donc je me dis: «Bon, si ça existe, ça pourrait fonctionner pour moi». Mais voilà, faut que j'arrête de me mettre dans la tête que, bah, voilà, c'est le bonheur, c'est pour les autres et pas pour moi. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai tendance à me répéter et qui ne m'aide pas au quotidien. Ouais. Et tu penses que enfin, c'est du fait de ta personnalité ou c'est par rapport à ton trouble que, tu vois, ce bonheur te paraît un peu inaccessible? Bah, je pense que le trouble, il est arrivé par rapport à ma personnalité qui s'est développée vis-à-vis de mon vécu. En fait, c'est ça, c'est ce que ma psychiatre avait essayé d'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pas vécu dans un environnement familial complètement, chaotique. Au contraire, j'estime avoir eu une famille aimante et tout ça. Ce qui a juste manqué, c'est la communication au niveau des émotions. Voilà, moi, comme je disais, on se moquait de moi quand j'étais plus jeune et ça m'arrivait de rentrer en pleurant à l'école et qu'on me dise: «Bah, passe au-dessus». Passe au-dessus, c'est tu sais que c'est pas vrai, mais je veux dire, moi, non. En fait, à l'époque, quand j'étais petite, et même au collège, je veux dire, j'avais juste besoin qu'on me dise: «C'est normal que tu sois triste à cause de ça, ce qu'on te dit, c'est pas normal». J'aurais même voulu qu'on mette le mot adéquat, le harcèlement, ça m'a développé une espèce de peur du rejet. Bah, voilà, chez le borderline, là aussi, on retrouve, c'est la peur du rejet et de l'abandon et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je me dispute avec mon chéri et pour moi, ça peut paraître, la fin du monde. Ça y est, je vais partir dans 1000 excuses. Je passe mon temps à m'excuser. Je passe mon temps à m'excuser, même si je me suis déjà excusée, la minute avant, je vais continuer à m'excuser. Parce que j'ai peur que ça m'échappe, en fait. Et moi, je disais à ma psychologue il y a pas si longtemps que ça, je dis: «J'ai tellement la sensation d'avoir trouvé un bon équilibre et je veux pas le perdre». Et je me dis, lui, c'est le seul homme de ma vie qui a une intelligence émotionnelle que je n'ai pas trouvée ailleurs. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un de tellement bien et je me disais, si je le perds lui, je perdrai tous les autres après. Je pars un peu dans le côté extrême, mais voilà, c'est ce côté-là chez moi côté un peu dramatique qui ne m'aide pas dans ma vie au quotidien Mmh. et qui ne m'aidera pas dans ma vie de maman si je fais pas le point avec moi-même. Oui et en plus, effectivement, ça c'est enfin, nous, on n'est pas du tout psychologue, mais enfin, tu vois, quand tu deviens parent, ben, c'est un ça peut être un bonheur extrême, mais il y a aussi des moments qui sont très difficiles dans la parentalité et ça, nous, on est sans filtre ici, on le dit, enfin, tu vois, t'as des moments de joie intense et t'as des moments où vraiment, tu épuisé, c'est difficile, t'en es sur la enfin, tu vois, t'as un enfant qui continue à bouder, à râler, il veut pas, il y a rien qui avance et toi, t'as ta journée qui avance et il y a des fois, tu te sens dépassé, tu vois? Bah, j'imagine, Mmh. ouais. Puis, moi, j'avais déjà entendu, bah, voilà, ces mamans qui sont tombées en dépression après avoir accouché. Je crois que ça s'appelle ça, dépression postpartum, un truc comme ça. Et je me disais, bah, si moi j'en ai eu, une pendant mon adolescence et tout ça, qui sait que demain, je vais pas en avoir une après avoir accouché? Ça, Ou c'est un des paramètres qui te fait peur aussi de retomber en dépression après avoir eu un enfant, comme t'as déjà connu une dépression? ça me fait peur, ouais, j'ai peur que ça revienne sur le tapis ou que ça réveille de vieilles phobies, parce que comme, après, le corps change quand on a accouché. Alors même si c'est un beau changement parce que, bah, voilà, ça a donné la vie. Moi quand j'étais en France, Heu, je suis passée par un cap assez difficile, qui m'a conduit, voilà, en 3 mois d'hôpital psy parce que j'avais fait une TS et après cette TS, j'avais pris du poids, énormément de poids parce que je suis tombée dans la boulimie. Mmh. Une TS, c'est une tentative de suicide, pour ceux qui ne Exactement, savent pas. ouais, Mmh. je mets les petites abréviations
Ouais, et après, je suis tombée dans la boulimie parce qu'en fait, je mangeais mes émotions. Donc, je pense que Comme beaucoup de personnes. voilà. Mais Mm. sauf que moi, je les ai mangées dans des quantités qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, si je me reconnaissais même plus dans un miroir, et même quand je suis revenue de France, mes parents, ils m'ont vue. Je suis rentrée, je faisais 98 kilos. Je suis partie de Nouméa, j'en faisais 60. Et du coup, forcément, voilà, demain, j'accouche, mon corps va changer. Bah, il y a ce paramètre-là qui va s'ajouter sur la table. Parce qu'avant de partir de Nouméa, du haut de mes 60 kilos, je me suis jamais sentie mal dans mon corps. À part par rapport à mon strabisme que j'avais, qui m'avait valu des années de moquerie. Mais voilà, dans mon corps, je me sentais très bien. Je me suis jamais sentie grosse. Je me suis jamais comparée à d'autres nanas. Je m'estimais heureuse de ce que j'avais. Au contraire, j'avais une très belle poitrine que les autres n'avaient pas. J'en étais très fière. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis que après un accouchement, Tu appréhendes ce changement, en tout cas exactement. physique aussi. J'appréhende le changement et surtout, j'appréhende le fait de ne pas pouvoir rattraper et de retrouver une silhouette. Oui, et ça, du coup, c'est aussi un peu un paramètre imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont très vite retrouver leur forme C'est d'avant, ça. et il y a des mamans pour qui c'est plus compliqué, et il y a des Oui. mamans qui vont mal le vivre, et des mamans qui vont bien le vivre aussi. Oui, il y a des De se mamans dire, bah, mon corps a qui. changé, c'est comme ça, et je l'aime encore plus, on a déjà entendu aussi, tu vois. Et il y a des femmes pour qui c'est plus difficile d'avoir ce changement physique. Il y a des femmes voilà, qui l'acceptent et d'autres qui l'acceptent pas. Et puis il y a aussi, mais c'est surtout le regard des gens. Déjà, il y a le regard que j'aurai sur moi-même, mais il y a aussi le regard des gens. Et aujourd'hui, moi, le regard des gens, dans ma vie de tous les jours, il compte beaucoup trop. C'est-à-dire que même si c'est pas normal et je devrais littéralement, réellement m'en foutre de ce que les gens vont penser, de est-ce que je suis bien habillée, est-ce que j'ai la taille fine. À un moment donné, je devrais juste me dire, ah bah j'ai eu un enfant, donc bon, je m'en Ou même fous. sans avoir d'enfant, en fait. Hein, Ouais, ou même, mm. voilà, même si j'ai pas eu d'enfant, je veux dire de quoi je me mêle. Mais aujourd'hui, ça fait. C'est difficile pour toi. Ouais, c'est difficile pour moi. Je me suis mis des barrières sur plein de trucs. Je continue à m'en mettre. Tout ça parce que j'ai peur des gens, en fait, et de ce qu'ils vont penser de moi. Et il y a aussi le côté génétique. Moi, j'ai eu mon strabisme de ma maman. Après, c'est la roulette russe. Ma sœur, par exemple, elle ne l'a pas eu. Ma mère ne l'a pas eu de quelqu'un. Mais moi, je l'ai eu. Donc, même si j'en veux pas du tout à ma mère, c'est pas sa faute. Moi, demain, admettons que je mets au monde un enfant et qu'il a ça, je m'en voudrais énormément. Parce que j'ai traversé des moments ultra difficiles à cause de ça. Et j'ai bien vu, hein, je regarde les actualités, je pense que tout le monde les regarde. J'ai l'impression que le cas du harcèlement scolaire, c'est de pire en pire. Et je me dis, demain, mon enfant, il vit une situation comme la mienne ou 100 fois pire, je m'en voudrais à mort. Mhm. Même si j'aurais pas eu le contrôle là-dessus, justement, c'est qu'il y a tellement de choses que j'aimerais contrôler, mais que je ne peux pas. Et ça ajoute en fait à ma phobie de faire des enfants, ma phobie du futur, ma phobie de vivre en fait limite. Hein. Parce que j'ai tout simplement peur de mal faire, de perdre le contrôle et de ne pas pouvoir gérer la chose. Et donc là, tu vois, tu nous as parlé de toutes les choses qui te font douter d'une éventuelle parentalité. Oui, Mais ce qui est difficile pour toi, et tu me corriges si je me trompe, c'est qu'en fait, toi, on te demande d'avoir un avis tranché. C'est ça, c'est qu'en fait, on te dit, tu veux des enfants ou tu veux pas d'enfants? Et que c'est pas... En fait, la réponse n'est pas forcément toute noire ou toute blanche dans la vie. Parce qu'en pratique, il y a peu de personnes qui savent réellement à 100%. Et nous, on a reçu un témoignage sur ça, hein, déjà au début du podcast, qui est ultra intéressant. Une personne qui, voilà, elle savait qu'elle ne voulait pas d'enfants et c'était une certitude. Mais ouais. est-ce que toi, tu sens qu'on te demande d'avoir une certitude sur oui ou non? Ou que juste dès que tu dis non, on va te dire oui? Parce que tu vois là, voilà, tu nous as évoqué toutes les raisons qui te font réfléchir et douter et qui sont très entendables en fait. Hein. Et puis même quand il n'y a pas de... Même sans parler de troubles et de pathologies, etc., on a le droit de se questionner et on a le droit de ne pas avoir un avis tranché. Mais est-ce que toi, tu trouves que c'est ça qui est dur? Ou c'est que déjà toi-même, c'est difficile de ne pas savoir?
Alors déjà pour moi, c'est un peu difficile de pas savoir parce que ça fait partie de la vie et surtout que je vais avoir 29 ans, mais je me dis le temps passe tellement vite, il y a l'horloge biologique qui tourne derrière et je me dis à un moment donné, faut arrêter de pinailler. Déjà, même moi, je me mets une pression de malade. Après, j'essaie de ralentir la chose, je me dis ça viendra ou ça viendra pas, que j'en veuille ou pas. Mais alors aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on me met la pression sur t'en veux pas. Je pense que le message est passé à force. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui avant, par exemple, je prends l'exemple de quand par exemple j'avais une collègue qui avait accouché, et elle venait présenter son enfant au bureau. Tout de suite, ah bah la prochaine, ça va être Roxane. Je dis, bah non, 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 non. Et puis, je sais qu'on m'avait déjà un peu questionné quand, voilà, quand il y a un bébé qui rentre dans le cercle familial ou amical, il y a toujours un petit peu la question qui, peut-être, elle cherche pas à piquer, mais c'est Mm. alors. Oui, elle n'est pas forcément dite méchamment. Non, elle n'est pas forcément dite méchamment. Alors, il y en a, moi, dans la version officielle, je dis non, j'en veux pas. Mais ça, je dis ça aux gens avec qui j'ai pas envie de discuter de tous ces paramètres-là que j'ai évoqués. Mais alors, il y a des gens qui entendent, ok, ben, pas de souci. Mais j'avais déjà eu ce cas de figure plusieurs fois quand je disais, ah bah non, ça m'intéresse pas. Oh, mais tu dis ça maintenant parce que t'es jeune, mais après tu verras, ça va changer. Pourquoi ça devrait changer en fait à un moment donné? Si ça change, tant mieux ou tant pis. Enfin, je sais pas, mais ça ne regarde que moi. Je sais pas pourquoi Brigitte de la Conta s'intéresse Ah, à t'as si je fait- vais enfanter ou pas, Mm. quoi. Enfin, je dis ça avec une petite dose d'humour, mais je trouve que ça fait énormément de pression pour une femme. Surtout que, Sachant que toi, ça te renvoie à quelque chose qui est quand même déjà, voilà, moi, compliqué. à l'intérieur, je me pose déjà énormément de questions. Donc même si c'est pas mal, ça me ramène, voilà, à me poser 1000 questions. Et puis, je pense surtout à tous les gens. Je veux dire, demain, on pose une question à quelqu'un qu'on connaît pas vraiment. Demain, tu te dis peut-être qu'elle a perdu un enfant ou qu'elle peut pas en avoir et qu'elle en veut. Ou Mm. je pense que les gens devraient un petit peu plus s'occuper de leurs affaires à ce niveau-là, parce que ça, en fait, même si tu veux pas mettre de la pression aux gens, je pense que ça leur en rajoute sur une pression qu'ils se mettent déjà peut-être eux-mêmes. Mm. Moi, c'est mon C'est cas. c'est toujours délicat en fait de poser cette question. Il faut réussir à sentir le moment quand c'est opportun de poser la question. Mais c'est toujours délicat, c'est évident. Même parfois de demander à des gens, mais toi, tu as des enfants, qui est quand même classique dans la conversation. Hein. Généralement, tu rencontres quelqu'un, tu dis, bah, t'as des enfants? Oui, non. Et c'est vrai que quand la personne te répond non, c'est facile des fois de glisser, de dire, ah, mais c'est un. Enfin, peut-être c'est pour plus tard, enfin, est-ce que tu en veux? Et en fait, effectivement, ça peut renvoyer à quelque chose de très douloureux et de très lourd et que C'est ça, la question se pose et pas forcément. Il vaut puis, mieux, d'ailleurs, vaut mieux peut-être pas poser ce genre de questions tout court, sauf quand voilà, la personne, on a une conversation plus longue avec elle, on a parlé avec elle, on commence à la connaître et qu'il y a une relation plus d'intimité. oui, et puis déjà, pour un enfant, faut être deux. Demain, tu me demandes est-ce que je veux un enfant demain, je te dis oui. Oui, je veux un enfant. Mais est-ce que tu as demandé ça à celui qui partage ma vie? Peut-être que lui, c'est peut-être lui qui n'en veut pas. Ou Mm. inversement, peut-être que lui, il en veut, moi, j'en veux pas. Mais je veux dire, il faut être deux dans la décision. Il n'y en a pas un qui va devoir se forcer pour l'autre. Je trouve que c'est pas sain comme décision. Et puis, si je prends cette décision, je me dis qu'elle m'appartient. Et ça changera pas la vie des autres si j'en fais ou pas. Donc déjà, les gens peuvent se... Je sais que demain, ça m'arrive. Déjà, je sais qu'au travail, ils seront tous surpris. Parce que c'est vrai que de prime abord, et même moi, je me suis posé la question, je me suis souvent dit, j'ai pas d'instinct maternel. Parce que voilà, les fameux bébés qu'on venait me présenter, j'ai jamais cherché à les porter. Ça m'intéressait absolument pas. Surtout quand c'est des nouveau-nés qui sont à peine de quelques semaines, ils sont encore tellement très fragiles que comme c'est pas les miens, moi je veux pas la responsabilité de l'attraper. Ça tient pas la tête. Je sais pas porter un bébé. Euh, et je me suis jamais intéressée à l'enfant des autres. Quand ma nièce est née, je s'avoue, ça m'a intriguée parce que du coup,
c'était mon cercle familial. Oui, c'est ta Et nièce. c'était beaucoup plus proche. Voilà, ma nièce, c'était le bébé que j'ai vu de plus près. Alors, je n'ai pas porté quand elle était toute jeune, parce que justement, moi, je suis rentrée de France un tout petit peu après. Je crois qu'elle avait, je sais plus combien de mois elle avait. Mais je sais que justement, j'ai eu du mal à nouer une relation avec elle, parce que comme je faisais encore la gueule par mon vécu, les bébés qui fonctionnent tellement au visage, en fait, dès que je lui parlais, elle me tournait la tête comme ça. Genre, elle m'ignorait. Et je sais que je le vivais très mal. Genre, j'en voulais à un bébé de pas vouloir de nouer de relation avec moi. Donc déjà, je me dis, il y a un gros problème. Mon père, il m'a dit, mais tu sais, ça fonctionne au visage. Et un jour où j'allais quand même un petit peu mieux, je lui ai fait des petites grimaces et j'ai dénoué la situation. Donc aujourd'hui, je communique avec elle normalement. Mais je sais que quand... C'était très rare que ma sœur demande que je la garde. Parce qu'elle sait que pour moi, c'est pas facile. c'est pas facile. C'est même pas que je ne l'aime pas, hein. J'adore ma nièce, j'adore la voir dans les réunions familiales et tout ça, machin, mais me retrouver seule avec elle et en avoir la responsabilité alors que c'est pas la mienne, C'est angoissant pour toi? c'est angoissant pour moi. Je me dis, demain, elle s'écorche un genou avec moi. Bon, je me dis, c'est juste un genou écorché, mais demain, c'est pire qu'un genou écorché. Je fais quoi? Déjà, j'ai cette responsabilité-là, et puis demain, je perds patience, ou imaginons, elle s'ennuie, je sais pas quoi faire. Une fois, c'était mes parents qui gardaient ma nièce et ils avaient un rendez-vous médical. Du coup, c'est moi qui l'ai gardée dès le matin. Donc déjà, j'ai secrètement espéré pour rien trouver dans la couche, mais évidemment, plus tu espères, c'est le contraire qui arrive. Mais j'ai été obligée d'aller sur YouTube pour trouver un tuto pour mettre une couche. Même ça, je savais pas faire. Et du coup, je me suis dit, mais moi, dans ma tête, ça devait être instinctif. Et je me disais, bah, si je sais pas le faire, c'est que c'est pas fait pour moi. Donc déjà, j'ai commencé à remettre en question toute la maternité de mon côté. Parce que moi, quand j'étais au collège, la maternité, ça m'intéressait beaucoup. Je me voyais maman, avec 2, 3 enfants, m'occuper des bébés comme on s'occupe d'un poupon, quoi, quand j'étais gamine. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'arrivais pas à faire ça, 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 et que je m'angoissais de ça, 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 je me dis, peut-être que j'ai pas d'instinct maternel, tout le monde là et pas moi. Donc déjà, je pense qu'on a l'impression que j'aime pas les enfants comme ça. Mais je pense que si c'est le mien, Ah non, mais on va quand même remettre les points sur i. Ne pas vouloir d'enfants, ça n'a rien à voir avec ne pas aimer les enfants, hein. oui, C'est parce vraiment deux que mondes. Enfin, c'est pas la même chose. Il faut pas c'est faire vrai. l'amalgame, quoi. C'est vrai, ouais, Mm. je me suis peut-être mal exprimée sur le coup, mais ouais, on peut ne pas aimer les enfants ou ne pas en vouloir, mais les aimer quand même. Ben oui. Et d'ailleurs, je trouve que, tu vois, c'est quand même aussi une belle preuve d'amour de se dire, bah, peut-être que je suis pas capable de m'occuper d'un enfant comme j'aimerais qu'on s'occupe d'un enfant. Et donc, ben, je prends la décision de ne pas en avoir, tu vois. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. C'est ça, c'est ce que je me dis. Des fois, je disais toujours un petit peu cette phrase où c'est un cadeau à mon enfant que je fais de ne pas le mettre au monde, en fait. Parce Mais que j'aurais pas ce regard aussi sévère sur toi, en tout cas. Mais moi, je parle pour des personnes, voilà, qui... Enfin, toi, t'es encore dans le questionnement, etc. Mais si tu sais que tu n'es pas dans la capacité de t'en occuper, que voilà, c'est certain, 100% sûr que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, comme un enfant mérite qu'on s'occupe de lui, ben oui, effectivement, c'est, c'est, c'est une preuve d'amour de ne pas faire d'enfant. bah oui, parce que en Mm. fait, je trouverais ça égoïste de ma part de me lancer dans un projet bébé, sachant que je sais que je ne saurais pas faire. Je veux dire, à un moment donné, moi, si je mets au monde un enfant, j'ai envie qu'il grandisse le plus heureux possible. J'ai pas envie qu'il se pose la question de est-ce que sa maman l'aime ou pas, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'on le rejette comme ça. Moi, voilà, je veux pas que mon enfant ait des potentiels ressentis de ma maman, elle m'aime pas, ou je fais un truc qui fait qu'elle est en colère ou quoi que ce soit. Non. Je me dis qu'il faut déjà que je fasse le point avec moi-même avant d'envisager ça. Donc ça fait Mm. partie de... Je me continuerai à me poser la question, mais je pense que la question sera un peu plus simple quand j'aurai déjà, moi, mis de côté la plupart de mes soucis. Évidemment. Mm. Et c'est aussi ok de ne pas avoir de réponse à durée indéterminée. C'est ça. Et c'est aussi OK si demain j'en veux et que mon compagnon ne veut pas. Je veux dire, je vais pas changer de mec parce que je veux absolument un enfant. Non. Ça vient si ça vient. Et si ça vient pas, je serai tout à fait OK aussi avec ça, je pense. Mm. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Roxane, sur le questionnement autour de la parentalité quand on a... Quand, voilà, en tout cas, quand la santé mentale est un sujet dans sa vie,
voilà, ce questionnement autour de la parentalité. Donc, merci d'être venu en parler à nos micros. Et en tout cas, on espère que... on te souhaite que de l'apaisement et une jolie histoire avec ton chéri de cette relation toute récente. Et puis aussi que tu sois complètement à l'aise seule aussi. Parce que c'est important, même quand on est en couple, C'est vrai. d'être très bien toute seule aussi. En tout cas, on te souhaite tout ça et on te fait plein de bisous et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci en tout cas pour l'accueil. J'ai passé un bon moment et j'espère que si quelqu'un se pose 1000 questions, Et il vous ou n'êtes elle n'est pas seul. tout seul. Merci à toi, merci à tous.